présentation de ce jour, qui s'inscrit donc dans le cadre de notre rubrique intitulée « Comment choisir sa spécialité ». Alors, vous me recevez tous, c'est bon? Donc, cet épisode 5 sera consacré aux spécialités techniques et exploratives, et spécialités assez méconnues, je pense, du grand public, mais aussi du personnel médical, parce que j'avoue que pour les besoins de l'atelier, j'ai dû faire quelques recherches concernant le concept de médecine nucléaire. Néanmoins, pour éclairer notre lanterne, nous avons l'honneur d'accueillir nos très chers maîtres, des docteurs émérites au parcours sûrement atypique, à savoir le docteur Achek Mahamat, docteur en spécialité en médecine nucléaire à Dakar, le docteur Alexandre Zongo, médecin radiologue au centre hospitalier régional de Koudougou au Burkina Faso, et le docteur Ali Haïdara, docteur en spécialité en biologie clinique à Dakar. Ainsi, notre atelier se déroulera en deux parties. Donc, une première partie où nos intervenants vont nous parler de leur spécialité, à savoir en quoi consiste-t-elle, quels sont les aléas, les défis qu'ils rencontrent au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi qu'est-ce qui a orienté leur choix. Et la deuxième partie sera donc consacrée à répondre à vos questions, vous, auditeurs, qui seront posées donc dans le chat assigné. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à notre premier intervenant, le docteur Achek Mahamat, qui va nous parler de médecine nucléaire. Allô, docteur Achek, vous me recevez? Je pense qu'il est connecté, mais... Docteur Achek? Docteur Achek? Oui, il doit être occupé. Alors, le docteur Achek semble être indisponible pour le moment. Donc, nous allons donc prendre docteur Ali Haïdara, qui va donc nous parler de biologie clinique. Docteur Ali, vous êtes bien présent? Oui, je vous reçois. D'accord, merci. Donc, c'est à vous la parole. Vous recevez? Oui, je vous reçois très bien, merci. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la biologie clinique? Alors, je me présente d'abord. Je m'appelle Moulay Ali Haïdara et je suis de base pharmacien. Et là, j'ai suivi le cursus de biologie clinique à chez Rambadjob. Et en même temps, en parallèle, je fais un master en immunologie. Alors, là, on va parler un peu de la biologie clinique. Il faut comprendre que la biologie clinique, c'est comme une enquête. Il faut l'imaginer comme une enquête scientifique que la police fait pour attraper les criminels. Et nous, on essaye de faire un diagnostic. Donc, c'est une enquête scientifique de la médecine. Donc, c'est la spécialité médicale qui est invisible, qui traduit. Excusez-moi, docteur Haïdara. De patients. Docteur Haïdara. Oui. On a un peu du mal à vous saisir, il y a des bruits en fond. Oui. On a du mal à vous saisir, il y a des bruits en fond. Ok, attends, je me déplace. Vous pouvez vous déplacer dans un endroit un peu plus... Attends, je me déplace. Merci. Et là, c'est bon? Vous me recevez? Oui, on vous entend beaucoup mieux. Merci. Et là, c'est bon? Oui, effectivement, on vous entend beaucoup mieux. Merci. Ok, super. Alors, je disais que... Alors, super. Je disais que je m'appelle Moulay Ali Haïdara. Je suis d'origine marocaine et je suis né à Dakar. Donc, j'ai fait mes études ici et je fais la pharmacie. Et là, j'ai poursuivi le cursus de la vie. Donc, en même temps aussi, en parallèle, je fais un master d'immunologie. Donc, je vais vous expliquer en détail ce qu'on peut faire en parallèle avec la biologie et beaucoup d'avantages aussi vous expliquer sur cette spécialisation. Alors,
Il faut juste imaginer que la biologie clinique, c'est comme une enquête que la police fait pour attraper les criminels, les identifier et tout. Mais nous, c'est au niveau médical. Donc, c'est une enquête scientifique de la médecine. Donc, c'est une spécialité médicale qui est invisible, qui traduit les signes et symptômes d'un patient. Donc, on les traduit en des données qui sont objectives, mesurables et cruciales pour le diagnostic, aider le médecin à bien identifier le parasite ou la bactérie et de bien choisir aussi le traitement et le suivi thérapeutique. Donc, la biologie, le biologiste médical est le détective de l'organisme. Donc, il va analyser les prélèvements. Les prélèvements, ils sont divers. Vous avez les prélèvements sanguins, les prélèvements urinaires, et tissulaires, les prélèvements au niveau oral et tout ça. Donc, pour trouver des indices, les indices qui sont les pathogènes, on a les pathogènes tels que les bactéries, les virus et aussi les marqueurs. Donc, au niveau des maladies endocrinologiques, les marqueurs tumoraux aussi, ou bien déséquilibre hormonal. Alors, ainsi de suite, pour résoudre le mystère de la maladie. Donc, son rôle principal est parcouru en 3 temps. En première phase, on a la phase pré-analytique qui est très, très, très cruciale et très, 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 très sensible. Donc, c'est la préparation. Le biologiste définit les bons examens à demander et veille à la qualité du prélèvement. Donc, là, je vais vous détailler plus cette phase pré-analytique qui est le maillon fiable, mais qui est le maillon qui est faible, mais qui est essentiel et très sensible. Donc, c'est l'ensemble des étapes qui précèdent l'analyse, proprement dite. Donc, ça précède l'analyse. Donc, ça commence par la prescription. Quoi demander? Le médecin demande quoi? Donc, de ce fait, j'invite les médecins à ne pas donner des examens ou des analyses comme ça. Donc, il faut être précis, parce que vous allez faire perdre du temps aux patients, des allers-retours. Vu que nous sommes dans un continent africain, et surtout au Sénégal, les moyens sont difficiles à... Voilà, quoi. Donc, et surtout l'argent aussi. Il y a des gens, c'est difficile pour eux de faire des allers-retours de leur maison, venir à l'hôpital, payer et tout ça. Donc, il faut être précis au niveau des examens à demander. Et aussi ne pas manquer le diagnostic. Clinico-biologique, le médecin doit collaborer avec le biologiste qui doit pouvoir conseiller les cliniciens et les guider. Donc, il faut faire cette analyse, au lieu de cela, on élimine ça, etc., etc., pour avoir un diagnostic plus pertinent. Aussi, l'identification du patient. Qui? Donc, cela, des fois, genre des risques d'erreur, des petits, entité qui est un risque majeur. C'est mal, le biologiste vient, donne des résultats alors que c'est pour un autre patient, peut-être aussi vérifier l'identité, surtout avant le prélèvement, et de veiller que le numéro d'étiquetage qui est sur le tube est le même qui est venu dans le bulletin, que vous allez sortir au niveau du bulletin. Donc aussi il y a la préparation du patient, quand faire le prélèvement et dans quelles conditions. Donc de ce fait, il y a de nombreux paramètres cliniques et biologiques qui varient, tels que le jeûne. Il est essentiel pour la glycémie. Vous n'allez pas venir amener quelqu'un, il te dit non, j'étais à jeûne, mais j'ai juste pris un petit café. Je vois souvent ça au labo. Je lui dis, est-ce que tu as jeûne? Et je le redonne, non, tu sais, j'ai quitté loin vers 4h du matin, 5h, un truc comme ça, j'ai juste pris un petit café. Je dis, c'est impossible, tu ne peux pas venir, on t'a dit à jeûne, tu prends un petit café. Donc, il faut veiller à ça aussi. Il faut aussi les triglycérides, les chylomicrons surtout. On ne peut pas faire un examen de chylomicrons alors que le patient il vient de manger un mafé. C'est impossible.
et aussi lors de prélèvement. Donc, il est critique pour le cortisol. Ça fait qu'au niveau du jour, le cortisol il est à son pic le matin et aussi certaines hormones, et certains médicaments, c'est la cyclosporine. Il faut toujours avoir l'heure du prélèvement adéquat. Et la position du patient, il y a la position allongée, la position debout qui modifie des modulations et qui peut affecter aussi les résultats. Et aussi, on a la pose du garrot. Quand vous posez le garrot pour le patient, vous entraînez une hémoconcentration. Donc, c'est qui entraîne une occupation factice des grandeurs des molécules de certaines protéines et aussi du cholestérol. Et ça entraîne aussi une acidification du sang. Aussi, il ne faut pas oublier l'activité physique, comme les protéines kinases, deuxième protéine kinase de quelqu'un qui vient l'activité physique. Les muscles synthétiser le fer, de le montrer qu'il est en situation de stress. Donc, parler calmement, etc. De montrer que voilà, vous êtes dans de bonnes mains pour qu'il ne soit pas stressé. C'est parce qu'une fois qu'il est stressé, il y a la glycémie qui sera là, qui va se déclencher, donc l'hyperglycémie, aussi l'hypertension, donc ça va fausser les valeurs. Et aussi le traitement de certains Excusez-moi, docteur Aïda. médicamenteux. Docteur Aïda. Là, on va parler aussi du prélèvement. Oui, Docteur allez-y. Aïda. Oui, oui. On a toujours du mal à entendre. Je ne sais pas si c'est votre connexion. Oui, je vous entends, oui. Ouais, mais nous, on a du mal à vous entendre. Je ne sais pas si c'est votre connexion. Donc, ça coupe souvent et on ne comprend pas bien ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez encore plus vous déplacer, s'il vous plaît, dans un coin un peu plus tranquille? Et là, vous m'entendez? Oui, Vous on vous recevez entend. mieux? Oui, on vous reçoit mieux. Merci beaucoup. On vous reçoit mieux. Vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît. Ok. Désolé, hein, c'est juste technique de... Oui, on comprend ça, les aléas. Alors, là, j'étais sur le prélèvement lui-même. Comment? Non, vous pouvez poursuivre. On vous entend très bien là. Ok. Bon, là, on va parler... Ok, super. Là, on va parler du prélèvement lui-même, donc qui est dont la technique doit être parfaite. Donc, il faut éviter les risques d'hémolyse, qui est la cause numéro 1 d'erreur préanalytique. Là, nous sommes toujours sur la préanalytique, hein, dans ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, il faut éviter l'hémolyse. Quand le tube vient, il est hémolysé, vous le rendez. Il ne faut pas faire l'analyse parce que si les globules rouges sont hémolysés, donc on aura le potassium, LDH, les AC, l'azate, surtout l'azate qui est intraglobulaire. Donc, tout ça va fausser la biochimie, les examens biochimiques, donc qui vont donner des résultats fausses. Donc là aussi, un mauvais ordre de prélèvement des tubes, donc cela peut entraîner aussi une contamination par l'anticoagulant d'un tube précédent. Donc tout cela, il faut faire attention au niveau du prélèvement aussi. Donc on commence toujours par le tube sec. On ne peut pas commencer par un tube qui a un anticoagulant et venir au tube sec. Donc on va contaminer le tube sec parce qu'on a un tube sec, il n'a pas d'anticoagulant. Donc on commence toujours par un ordre, le tube sec, puis le tube jaune, le tube vert et le tube gris. Donc le transport aussi, il faut respecter le temps de transport, hein. Le délai, genre il y a des bactéries ou bien des parasites qui ne dépassent pas certains délais au niveau des prélèvements. Donc une fois qu'on a le prélèvement à l'hôpital, il faut l'acheminer directement, rapidement possible au niveau du laboratoire et respecter la température parce que certains dosages nécessitent une conservation à 4 degrés Celsius, d'autres à 37 et d'autres à congélation. Et aussi éviter l'agitation brutale. Donc, comme je l'ai expliqué, ça favorise l'hémolyse. Hein. Donc, il va nous donner toujours des colorations fausses. Donc, on va parler un peu de certains tubes. Donc, comme je vous expliquais, on avait le tube rouge, qui est un tube sans anticoagulant. On a le tube vert hépariné, le tube violet EDTA, le tube bleu citrate et le tube gris qui est le fluide de sodium utilisé pour la glycémie. Hein. C'est le tube indispensable pour la glycémie. Alors,
Après les étapes pré-analytiques, on a quoi? On a la phase analytique, c'est l'investigation en laboratoire. Donc là, c'est le travail du technicien, celui qui va manipuler les automates, et qui va réaliser les dosages, les analyses, mais toujours sous la responsabilité du biologiste. Et là, on va parler un peu de la phase post-analytique. Donc là, c'est l'étape la plus médicale, la plus vraiment biologique, hein. Donc ici, le biologiste va venir, il va interpréter les résultats bruts, les confronter au tableau clinique du patient et rédiger un compte rendu avec un avis diagnostic bien sûr et aider le médecin, lui recommander, lui donner des recommandations et de le guider et ainsi de suite pour d'autres prélèvements ou pour d'autres analyses ou bien pour le suivi thérapeutique. Alors, la biologie, elle s'organise sur des domaines et différents domaines, dosage du cholestérol, du sucre, du foie, les hormones, etc., etc. Et surtout l'hématologie, l'analyse des cellules, anémie, les leucémies, les cancers et tout cela. On peut parler aussi beaucoup de choses au niveau de l'hématologie, non seulement juste de l'anémie, on peut explorer les voies de coagulation, on peut explorer beaucoup de choses en hématologie. Et on a aussi la microbiologie qui est un champ vaste. Donc on a la recherche de bactéries, au niveau de laboratoire, l'identification, les virus, les champignons en parasitologie et des parasites aussi, les champignons en mycologie plutôt et des parasites en parasitologie qui sont responsables d'infections. Aussi les tests de leur sensibilité aux antibiotiques tels que l'antibiogramme ou l'antifongigramme pour la mycologie. Aussi, on a un champ de l'immunologie qui est l'étude des anticorps, des allergies, des maladies auto-immunes, des cancers et tout cela. Aussi au niveau de la génétique moléculaire qui n'est pas encore développée en Afrique, vu que les automates sont chers et on n'a pas assez de moyens. Donc la plupart des prélèvements génétiques, des examens génétiques, on les envoie en France avec le laboratoire Cerba qui dépiste les maladies héréditaires ou bien le diagnostic prénatal de certaines maladies telles que la trisomie 21 et des maladies oncogénétiques à la recherche de mutations cancéreuses. Hein. Et aussi au niveau de la toxicologie, la pharmacologie, dosage de médicaments dans le sang, recherche de toxiques. Voilà. Donc, une fois qu'on a parlé de ces grands domaines, là, on va parler un peu de l'avantage de ces spécialités. Donc, on va parler des points forts tels que la diversité et la polyvalence. Et c'est une spécialité qui est plus variée. Donc, le biologiste est un généraliste qui maîtrise beaucoup de choses, hein, qui maîtrise l'hématologie, qui maîtrise en même temps toutes les maladies en hématologie, qui maîtrise tout ce qui est biochimie, la microbiologie, la génétique, beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, donc ça ne se limite pas juste à avoir le DS, hein. Donc il faut aller de plus en plus loin, faire les DU, tels qu'on peut aller faire les DU en fécondation in vitro, s'approfondir plus sur la fertilité aussi, et les DU aussi en cytologie. Donc il faut qu'une fois que vous terminez votre DS, vous avez la possibilité de faire beaucoup de DU. Ce sont des diplômes universitaires en France, ou si vous avez la possibilité de le faire en Allemagne aussi, ou bien en Angleterre. Donc ce sont des DU qui vont vous permettre de bien se spécialiser et de bien maîtriser le domaine. Donc je vous donne un exemple. Les médecins ils ne vont pas vous envoyer des lames si vous maîtrisez des lames en hématologie si vous ne maîtrisez pas la lecture et ou bien la cytologie. Donc il faut un DU, maîtriser à lire, décompter les cellules, donner un bon diagnostic pour le médecin, le clinicien ou bien l'hématoclinicien, de lui dire voilà, là je sais pas, là je fais une suspicion d'une lame, peut-être une lame qui est une leucémie aiguë myéloïde. Et là, lui, il va faire plus ses diagnostics, plus des analyses moléculaires, parce que les leucémies aiguës myéloïdes sont différents. Donc, il faut plus faire des diagnostics moléculaires pour identifier quel type de lame. On a les lames 1, lame 2, lame 3 et lame 4. Et aussi,
c'est une spécialité qui a une technicité et innovation, donc au cœur de la révolution technologique, telle que les séquençages de nouvelle génération au niveau de la génétique et la biologie moléculaire. Donc on a toujours des nouveaux automates qui sont idéaux pour ceux qui aiment la technologie et l'innovation, et surtout ce qui m'intrigue plus avec l'avènement de l'intelligence artificielle, parce que maintenant tous les automates seront intégrés de AI. Donc d'ici 10 ans ou même moins, on va être confronté à plus des machines avec AI. Hein. Donc, de ce fait, l'apprentissage il est continu. Donc, il ne faut pas se limiter juste au niveau du DS. Donc, il faut aller plus loin, faire des masters, faire des DU, être branché quoi, avec le temps. Donc, même le DU en AI, etc. Merci, docteur Aïdara. Oui. De ce que vous avez pu nous expliquer, on voit que la biologie clinique, c'est une spécialité qui est assez centrée sur l'analyse et la recherche. C'est-à-dire qu'en pratique, quelles sont vos principales activités? C'est-à-dire en dehors de l'analyse et la recherche. Est-ce que par exemple vous faites des consultations? Est-ce que vous allez au blog comme certains, comme les chirurgiens? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour la biologie, on est juste au laboratoire, on reçoit les prélèvements, on les dose par les automates, ou bien on lit les lames, ou bien on fait la culture et on diagnostique, on donne ce qui se passe au niveau biologique. Mais pas nous sommes là au niveau du bloc, non, ça n'a rien à voir avec nous. Ça se limite aux médecins spécialistes pour leur domaine, de chaque domaine. D'accord. Donc, quels sont les prérequis pour un étudiant, par exemple, qui aimerait faire votre spécialité? Est-ce qu'il devrait être forcément très bon en biologie ou en hématologie, ou bien tout le monde est bienvenu, quels que soient ces prérequis qui vont même en dehors de la biologie clinique? En fait, la biologie clinique, c'est juste question de motivation et question d'amour. Hein. Je ne vais pas venir et forcer quelqu'un qui aime faire la pédiatrie et dire non, il faut faire la biologie. Donc, si toi tu l'aimes, tu vas préparer le concours. C'est juste un concours, un probatoire, dont les modules sont connus à préparer. Tu as la parasitologie, tu vas lire. Tu as la bactériologie que tu vas lire. Tu as la biochimie que tu vas lire certains cours. Et tu as l'hématologie. Donc, chacun sa motivation. On ne va pas la forcer à n'importe qui. Hein. Donc, si tu l'aimes, bismillah, voilà les cours à bûcher, à bosser. Et vous préparez le concours. Et Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, vous serez accepté et vous commencez la spécialité. Donc, elle est de 4 ans, la spécialité. Et si tu n'as pas la chance, tu peux la faire en 5 ans, si tu rates une année. Donc, du coup, la première année, à chaque année, vous faites 6 mois de stage. Vu le nouveau programme, l'ancien programme, on faisait que 20 mois de stage ou 21 mois de stage. Cette année, ils l'ont changé. Donc, à partir de 2026 plutôt, excusez-moi, chaque année, les étudiants feront 6 mois de stage. Donc, tu as chaque service, tu vas faire 4 mois dans chaque service. Bactériologie, hématologie, parasitologie, biochimie, un stage polyvalent et un stage au niveau du laboratoire Bio 24. D'accord, merci beaucoup, Dr Aïdara, pour votre réponse très, très orientée. Donc, on aimerait savoir, même si c'est une question assez taboue, combien gagne un médecin biologique clinique? Combien il gagne environ? Est-ce qu'on peut avoir une fourchette? Est-ce que oui, exactement. Paye bien? Si c'est un bon biologiste, là, il peut aller de 800 000 à 1,5 million, ça, d'accord. Et il y a certains, ça dépend des laboratoires. Hein. Il y a certains laboratoires, quand ils te voient, tu n'es pas vraiment calé, ils te donnent 500 000. Ils commencent à 500 000. Ils te regardent. Et au fur et à mesure qu'ils te voient bosser bien et tout ça, et tu peux augmenter jusqu'à 600, 700, 800 000. D'accord, donc disons donc la fourchette des salaires d'un médecin en biologie clinique varie entre 500 000 et 1 million, ici à Dakar. Voilà, 1,2 million, 1 million, exactement. D'accord, merci beaucoup. Donc, quelles sont les contraintes que vous rencontrez au quotidien dans l'exercice de votre spécialité? Quelles sont les contraintes en réalité? Parce que, bon, par exemple, les chirurgiens, ils ont des gardes, donc c'est pas évident, les doigts et tout. Et quelles sont les contraintes pour des personnes qui sont presque dans la majeure partie du temps en laboratoire? Quelles sont vos contraintes en fait? Les contraintes, genre
Bon, C'est-à-dire, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de stress. Donc, nous ne sommes pas, nous sommes pas forcés à faire, le biologiste en spécialité n'est pas forcé à faire des gardes. Donc, les gardes, c'est juste pour les internes. Mais au niveau du laboratoire, tu as beaucoup de stress, donc c'est une pression à rendre des résultats rapides et fiables. Parce que là, le médecin il veut ses résultats, le patient il est en cas d'urgence, donc il faut éviter les erreurs, etc. Donc il y a aussi le risque lié aux actes, surtout. Je me suis fait piquer beaucoup de fois en prélevant des patients qui sont séropositifs. Donc il y a beaucoup de risques au niveau de la manipulation de l'échantillon aussi infectieux, ou bien les produits chimiques. Donc aussi, il y a le sentiment d'être invisible aussi. Hein. Donc le biologiste est souvent dans l'ombre. Le patient et parfois même les autres médecins ne voient que le résultat. Donc ils ne voient pas le biologiste et tout. Nous sommes toujours mis à l'ombre sans toujours réaliser que le travail d'interprétation, tout le travail, tout cela est mis par le biologiste. Aussi les horaires ils sont agréables. Hein. Donc on commence à 8 heures, on descend vers 14 heures, 15 heures, donc c'est bon. Hein. C'est pas si stressant pour les horaires. d'accord, donc merci beaucoup, docteur Aïdara. Et Je vous en prie. quelles sont donc les perspectives, par exemple, pour quelqu'un qui fait biologie clinique, c'est-à-dire concernant les ONG ou la recherche et tout? C'est-à-dire, vous êtes plus centré sur la recherche et tout. Donc, quelles sont les perspectives, en fait, en dehors du milieu Ok, laboratoire? super. Donc là, pour les gens qui veulent suivre une carrière professionnelle pour être professeur, là au niveau du CAMES, il exige un DS de biologie, même si tu as un PhD. Donc il t'exige un DS de biologie clinique. Et, la carrière, tu auras une carrière hospitalo-universitaire. Donc au niveau de la recherche aussi, si tu veux faire l'industrie par exemple, donc au niveau des biotechnologies, tu vas aller faire des DU. Donc tu as beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Les masters, tu peux faire les masters d'immunologie, les masters de génétique, les masters de bactéries, les masters en microbiologie plutôt. Vous avez le master aussi de parasitologie, dont SIGAS, qui est une référence maintenant ici à Dakar et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est mis en place par le professeur Mohamed Jai, qui a fait ses études à Harvard. Donc, c'est une très bonne référence ici en Afrique. Et il y a un besoin fort au niveau national, vu le vieillissement de la population et le développement de la médecine personnalisée, augmente la demande en examen biologique. Donc, tout ça sont des opportunités. Et aussi au niveau de la demande internationale, les pays en développement ils ont un besoin crucial d'expertise pour structurer leur laboratoire. Donc, ça fait tout à l'heure à propos des DU, il faut être mis à, il faut se mettre à jour. Il ne faut pas rester là juste avec le DS, je travaille au niveau du labo, etc. Non, il faut faire les DU, il faut faire la recherche, chercher le bon DU qui va avec le temps, surtout avec l'avènement de AI, donc génétique et tout ça, vu que maintenant beaucoup de labos en France on ne fait plus ce qu'on fait ici en Afrique, hein. Genre faire le prélèvement, utiliser les automates. Non, non, non. Maintenant, ils partent directement euh, au niveau de la génétique, au niveau du gène. Et te sortir soit le bon parasite ou bien la bonne bactérie. Là, on ne fait plus de culture. C'est trop fastidieux, ça prend du temps. Maintenant, les gens sont très, très, très précis au niveau du domaine médical dans les pays européens. Malheureusement, nous, en Afrique, nous sommes un peu moins avancés, donc nous sommes à l'ancienne, hein. On fait la culture, on attend 2 jours, on lit, etc. On rend, on fait l'antibiogramme, mais eux, ils partent directement vers le gène. Donc, merci beaucoup, docteur Aïdara, pour votre Je éclaircissement vous en prie. concernant la médecine biologique. Je pense Mhm. que on a compris globalement en quoi elle consistait, on a compris les avantages. Donc, nous vous remercions pour votre intervention. Donc, Merci. nous allons passer sans plus attendre au docteur Achek Mahamat, qui va nous parler cette fois-ci de médecine nucléaire. Donc, docteur Achek, vous êtes présent? Merci, je suis présent, Monsieur Edou, cher modérateur. Vous m'écoutez? Oui, oui, je vous entends très bien. Donc, Ah oui, docteur oui. Achek, vous allez nous parler de médecine nucléaire, c'est bien ça? Oui, je vais vous parler de médecine nucléaire, oui, oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous Ah pouvez oui. nous dire sur votre spécialité?
qui est assez quand même peu commune, qui est assez atypique. Pour moi, c'était la première fois d'écouter le concept de médecine nucléaire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Pas de souci. Avant de vous parler de vous dire quelque chose sur ma spécialité, je veux me présenter. Et je remercie aussi Wikaya d'avoir organisé ce forum et de nous avoir impliqués. Je remercie aussi le précédent intervenant. Tout d'abord, je m'appelle Achek Mohamed Al-Bashir, je suis DSA en médecine nucléaire. Donc, j'ai fait la médecine générale. Vous m'écoutiez, j'espère? Oui, oui, docteur Hachek, on Allô? vous entend très bien. Oui, Allô? oui, oui, Très oui. bien. J'ai fait, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai fait un concours. J'ai été admis à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Après mes études, j'ai obtenu mon doctorat en 2019 et en 2022, je me suis intéressé à la médecine nucléaire. Donc, c'est depuis 2022 que je fais la médecine nucléaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, en ce qui concerne la médecine nucléaire, c'est une spécialité médicale qui utilise des radioisotopes. C'est l'utilisation des radioisotopes à des fins diagnostiques et ou thérapeutiques. Donc, en médecine nucléaire, on ne fait pas que le diagnostic, on fait aussi de la thérapie. Donc, ça ressemble un peu à l'imagerie médicale. On fait de la scintigraphie, on fait de la scintigraphie au TEMP, TEMP, tomographie d'émission monophotonique. On a aussi ce qu'on appelle la TEP, tomographie d'émission de positons. Là, c'est les deux grandes modalités dans notre spécialité. À part le diagnostic, on fait aussi de la thérapie, c'est-à-dire qu'on utilise ces radioisotopes qui vont émettre des rayonnements bêta-, c'est de l'énergie. Cette énergie, on peut l'utiliser pour soigner les cancers. Même si vous avez entendu parler de la maladie de Basedow, on donne des l'iode 131. Donc, c'est ce que je peux dire concernant la spécialité, en bref, de manière simplifiée. D'accord, merci beaucoup, Je vais docteur passer à Hachek. votre question. Oui. Oui, vous avez très bien répondu à notre question. Donc, qu'est-ce qui a orienté votre choix concernant cette spécialité? Vu que ce n'est pas une spécialité assez commune, lorsqu'on parle généralement de médecine spécialiste, on Médecine pense. nucléaire. C'est Oui, vrai, la médecine nucléaire, c'est une spécialité mieux connue même par des médecins. Vous avez raison, parce que c'est une spécialité nouvelle. Elle date de 1948. Ce qui m'a motivé, la motivation, elle est d'abord personnelle. Personnelle, j'ai été, personnellement, ma maman avait eu une hyperthyroïdie. Et lorsque ma maman a eu cette hyperthyroïdie, on a demandé une scintigraphie. Et la scintigraphie a été faite à l'hôpital général de Yaoundé. Et le professeur, je me suis présenté, et le professeur, c'est parce que lorsque ma maman est partie pour faire l'examen, ça a pris un peu de temps. Et un jour, je me suis présenté au prof, il m'a expliqué le mécanisme. C'est parce que le générateur n'est pas encore arrivé. Donc, durant cette explication, docteur j'ai Hachek, aimé. Et... docteur Oui, Hachek, excusez, oui. excusez-vous, on ne vous entend pas très bien. Bon, là, on vous entend mieux. Vous pouvez vous Vous rapprocher. m'écoutez? Oui, 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 c'est bon. Vous m'écoutez maintenant? on vous écoute très bien maintenant. Oui, Merci. la spécialité, c'est une expérience personnelle. Ma maman avait une hyperthyroïdie et on avait... Vous m'écoutiez? C'est bon? Oui, oui, docteur, on vous écoute très bien. C'est bon, oui, oui. Donc, lorsque ma maman a fait cette hyperthyroïdie, il s'agit d'un goitre plongeant, tout ça, et on a demandé une scintigraphie pour caractériser les nodules. Donc, durant cette scintigraphie, elle a pris énormément de temps et je me suis rapproché auprès du professeur. C'est le professeur Dongazok, chef de service de médecine nucléaire à l'hôpital général de Yaoundé. Il m'a expliqué un peu le mécanisme, ce qui se passe, pourquoi l'examen a duré. Et après, j'ai un peu aimé et il m'a fait comprendre que dans mes options, je ne me suis pas seulement focalisé
trois spécialités que j'ai envie de faire, il y avait la médecine. J'ai été retenu. À l'époque, ça se faisait sur étude de dossier. Maintenant, c'est un probatoire. Enfin, Et allô, docteur Hachek? Donc, oui, on a... oui, donc c'est une expérience personnelle, d'autant plus qu'on n'envoie pas les étudiants faire des stages dans un service de médecine nucléaire. D'accord. Donc, nous avons compris que Oui, c'est suite à donc une expérience personnelle que vous avez fait le choix de cette spécialité-là. Mais on voulait aussi, on oui, aimerait oui. aussi savoir, c'est-à-dire en pratique, quelles sont les pathologies que vous rencontrez, quels sont le type de patients que vous consultez ou que vous traitiez. C'est des patients plutôt d'oncologie ou c'est de toutes les spécialités? Merci beaucoup pour cette question. C'est une spécialité transversale, c'est-à-dire qu'on reçoit des patients, des endocrinologues nous envoient des patients, c'est-à-dire ceux qui font des hyperthyroïdies, ils passent par des endocrinologues, chez des endocrinologues. On reçoit des patients des néphrologues, on reçoit des patients des oncologues. Donc, c'est une spécialité transversale. Même les cardiologues nous envoient des patients. Donc, il n'est pas, c'est hétérogène. On peut dire que les patients sont hétérogènes. Ils viennent d'endocrino. Un endocrino peut envoyer un patient. Un pneumologue aussi peut envoyer un patient. Un neurologue aussi peut envoyer un patient. Un chirurgien oncologue aussi peut envoyer un patient. Donc, c'est des patients hétérogènes qui viennent de diverses spécialités. Et autre chose, on fait des consultations. On consulte lorsqu'on reçoit les patients. Si l'indication est pertinente, on doit valider l'indication parce que le collègue qui vous envoie le patient, si vous voyez que l'indication n'est pas pertinente, vous pouvez refuser l'examen, d'autant plus que c'est irradiant. Et on consulte, on suit des malades en ce qui concerne la thérapie. Mais ici au Sénégal, on ne fait rien que l'irathérapie, c'est-à-dire la thérapie à base de l'iode 131. Les autres thérapies, pour le moment, ce n'est pas encore développé ici au Sénégal. Mais ailleurs, ils font beaucoup plus. Ils font beaucoup plus. Traitement du cancer, de la prostate et d'autres types de cancers aussi. Mais ici au Sénégal, nous faisons rien que de l'irathérapie. Merci beaucoup, docteur Hachek, pour votre réponse. Donc, vous diriez que quels sont les prérequis pour un étudiant qui aimerait faire la médecine nucléaire? Et quels sont ses prérequis en termes de matière? Est-ce qu'il y a des matières en particulier dans lesquelles il doit plutôt s'appliquer ou bien si c'est quelqu'un qui a un niveau général dans toutes les matières, il peut s'en sortir en médecine nucléaire? Bon, en ce qui concerne les matières, chaque spécialité, premièrement, à l'exception il faut avoir d'abord une motivation avant de choisir une spécialité. Là, c'est ce qu'il faut mettre de côté. Mais en ce qui concerne les prérequis, il faut vraiment connaître la biophysique. Quelqu'un qui connaît n'aura pas de difficulté pour faire la médecine nucléaire. Parce que même durant la première année, elle est pratiquement consacrée à la biophysique, le rayonnement, connaissance de l'interaction rayonnement-matière, connaissance des radionucléides. Donc, ce qu'il faut retenir, il faut vraiment connaître la biophysique. Deuxième chose, il faut aussi connaître la physiologie, parce que l'imagerie en médecine nucléaire, c'est une imagerie fonctionnelle, contrairement à l'imagerie classique qui est une imagerie morphologique. En médecine nucléaire, c'est une imagerie fonctionnelle. Donc, lorsque je vais prendre un exemple pour que mes amis qui ne sont pas dans le domaine, ceux qui ne sont pas encore en spécialisation peuvent comprendre. Par exemple, le rein, lorsqu'un rein ne fonctionne pas, lorsque vous traitez les images en médecine nucléaire, c'est un rein qui ne sera même plus visible. Vous ne pouvez même plus visualiser ce rein. À partir de cette non-visualisation, vous pouvez conclure que c'est un rein qui n'est plus fonctionnel. Donc en médecine nucléaire, tout ce qui fonctionne sera visible. Ce qui ne fonctionne pas, vous ne le voyez même pas sur les images.
Merci beaucoup, docteur Hachek, pour votre réponse. Donc, Ouais, le DMS ouais. de médecine nucléaire, il dure combien de temps ici à Dakar? À Dakar, à l'UNICEF Cheikh Anta Diop, ce qu'il faut retenir dans la sous-région, CEMAC et Afrique de l'Ouest, c'est l'unique université qui forme pour l'instant IADS en médecine nucléaire et la durée c'est 8 semestres, soit 4 ans. 8 semestres, D'accord. 4 ans. La durée c'est 4 ans. Et je sais que c'est une question un peu tabou, mais combien en Oui. pratique gagne un docteur en médecine nucléaire, un médecin nucléaire, combien en pratique il gagne? C'est-à-dire en dehors des Le- consultations, en dehors des examens que vous faites, quelle est la fourchette, si on peut avoir ne fût-ce qu'une fourchette de prix, du salaire d'un Maintenant, là, médecin? là, ça dépend d'un pays à un autre. Ici au Sénégal, ça dépend parce que c'est une question un peu complexe. Vous voyez, ici au Sénégal, pour le moment, il n'y a pas de médecine nucléaire en libéral. Ce n'est que ce n'est qu'en public à l'hôpital CTO au GIP. Donc, dans d'autres pays, c'est énorme, vraiment. Les médecins nucléaires sont bien payés. Donc, je ne peux pas donner une fourchette. Mais quand vous voyez en Europe, dans des pays tels que la Suisse, la France et la Belgique, les médecins nucléaires font partie des médecins les mieux rémunérés. Vraiment, c'est tout ce que je peux vous donner comme information. Ouais. D'accord, merci beaucoup, docteur. Ça veut dire que dans notre contexte africain, c'est assez difficile d'exercer la Non, médecine nucléaire. oui, c'est difficile. Il y a des pays par exemple, dans mon pays, nous n'avons pas encore de service de médecine nucléaire. Ici au Sénégal, même vous voyez un pays comme le Sénégal déjà, il n'y a qu'un seul service fonctionnel pour le moment, qui est au GIP. Donc, mais concernant la rémunération, le médecin nucléaire dans un pays développé est classé parmi les médecins les médecins nucléaires font partie des médecins les mieux rémunérés dans les pays développés. D'accord. Donc, ça veut dire que le mieux serait peut-être pour quelqu'un qui aimerait exercer au summum la médecine nucléaire, ce serait peut-être d'aller dans un autre contexte, donc hors du contexte africain. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Si tout le monde décide de partir, ça ne va pas se développer. Effectivement. L'essentiel est de créer un service. Si le pays n'a pas de service de médecine nucléaire, il faut développer la médecine nucléaire dans nos pays. Il ne faut pas partir seulement. Partir pour se renforcer, oui. Donc, même nos enseignants, ils partent, mais ils reviennent. Mais il faut développer ces services dans nos pays parce que ça va améliorer la santé de nos populations et ça va aussi améliorer même la recherche. Donc, le mieux est de développer le service de médecine nucléaire dans les pays qui ne disposent pas de service. Merci beaucoup, docteur. Donc, quel est le coût global de la formation? Combien coûte la spécialisation en Je médecine vais vous nucléaire? donner le coût ici à Dakar, ici à Dakar. Effectivement. Oui, ici à Dakar, pour les étrangers, c'est 1 040 000 francs, 1 050 000, 1 050 000 francs CFA par an. Là, c'est pour les étrangers. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Et pour les Sénégalais, c'est 910 000 francs CFA par an. Donc, ça fait partie quand même des spécialités qui coûtent cher, hein. Effectivement. Ah ouais. Donc, est-ce qu'il existe des sous-spécialités, c'est-à-dire des sous-médicalisations ou le DES suffit? Parce que comme on l'a vu antérieurement, dans la... Il y a, il y a- il y a énormément de sous-spécialités. La médecine nucléaire, il y a diagnostic et thérapeutique. Donc, vous pouvez vous faire la sous-spécialisation, soit côté diagnostic, soit côté thérapie. Et la thérapie même, elle est diverse. Et la thérapie à base de l'IO231, on a le traitement des cancers, on a des cancers de, de, de la prostate, on a le traitement de la
la synoviore 13 radio-isotopique. Donc, il y a beaucoup de sous-spécialités. Il y a la neurologie nucléaire, il y a la cardiologie nucléaire, il y a la médecine nucléaire pédiatrique qui se développe actuellement. Il y a énormément de sous-spécialités. Il y a énormément de sous-spécialités. Il y a même la médecine nucléaire qui concerne le système urinaire. Il y a tellement de diplômes universitaires pour faire des sous-spécialités. D'accord. Donc, merci Oui. beaucoup, docteur Achek, donc, pour votre intervention concernant la médecine nucléaire. Donc, on a compris que c'est une spécialité qui est assez technique et vu notre contexte africain, il faudrait aller peut-être se former encore ailleurs pour parfaire cet art-là. Donc, nous allons donc passer au docteur Alexandre Zongo, qui est médecin radiologue au centre hospitalier régional Merci beaucoup. de Togo au Burkina Faso. Merci beaucoup, docteur Achek. Donc, docteur Alexandre Zongo, vous nous recevez? Allô, docteur Alexandre? Oui, je vous reçois. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons très bien. Ok. Donc, docteur Alexandre, vous êtes médecin radiologue au centre hospitalier régional de Koudougou, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, vous allez nous parler de médecine radiologique. Donc, qu'est-ce que vous nous avez à dire sur cette spécialité? Donc, à quoi consiste-t-elle en pratique au quotidien? Ok, donc tout d'abord, je voulais m'excuser. J'ai eu quelques soucis techniques avec l'application Google Meet, là, donc ce qui fait que je suis arrivé un peu tard. Donc, l'imagerie médicale, comme c'est de cela il s'agit, c'est une spécialité transversale qui va aider à poser des diagnostics en passant par diverses explorations. Et dans la pratique courante, on a diverses modalités plutôt. Donc, parmi les modalités qu'on va utiliser pour faire manifester le diagnostic, on a d'abord la radiologie. Voilà, ça peut être une radiographie standard ou avec des injections de produits de contraste. Voilà. Et on a également l'échographie. Voilà, l'échographie qu'on pourra demander chez tout le monde qui n'a pas de contre-indication, comme ce sont des ultrasons comparés à la radiographie où on utilise toujours des rayons X. Donc, ce qui fait que chez la femme enceinte au premier trimestre, on ne va pas trop faire de radiographie, on ne le fera même pas. Alors que pour l'échographie, on peut la pratiquer chez tout le monde sans contre-indication. Donc, la deuxième modalité en imagerie, c'est l'échographie. Ensuite, après l'échographie, nous avons le scanner. Le scanner aussi utilise des rayons X. Et ces rayons X-là, la dose est encore plus élevée qu'à la radiographie standard. Et on a l'imagerie par résonance magnétique. Voilà, là, on ne va pas utiliser des rayons X. Voilà, donc c'est un examen aussi qu'on pourra demander en cas de contre-indication, par exemple, pour le scanner. Donc voilà, un peu brossé ce que on attend par imagerie médicale. Donc ce sont ces différentes modalités-là qui vont nous permettre d'avoir des images et après on va interpréter ces images en fonction de ce qui est normal. Donc pour dire que pour être un bon radiologue, il faut maîtriser ce qui est normal. Voilà, il faut maîtriser ce qui est normal, il faut maîtriser l'anatomie. Donc voilà essentiellement ce à quoi on doit s'attendre en choisissant la spécialité d'imagerie médicale. Donc, merci beaucoup, docteur Alexandre, pour votre réponse. Donc, on a un peu vu que l'imagerie radiologique, c'est une spécialité où vous êtes beaucoup derrière vos instruments et tout. Et donc, quelles sont vos principales activités au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, vous allez peut-être sur le terrain à l'hôpital ou vous restez toujours derrière vos instruments? Est-ce que, au-delà de vos instruments, vous avez d'autres activités que vous proposez, par exemple des consultations ou autre chose? Bon, pour ce qui est de l'imagerie, ça sera
beaucoup plus le volet paraclinique. On ne fera pas trop de consultations en tant que tel si c'est pas que tu peux faire ça en tant que médecin généraliste si tu veux pas trop perdre la main parce que bon, en imagerie, ça sera beaucoup plus tout ce qui est paraclinique, Donc, ça sera la radiographie, les échos, le scanner, l'IRM. Mais il faudra maîtriser vraiment beaucoup tout ce qui est sémiologique. Voilà, il faudra maîtriser ce qui est la sémiologie, maîtriser les signes cliniques des différentes pathologies. Voilà, il faut maîtriser beaucoup les signes cliniques parce que quand le bulletin vient avec des renseignements cliniques et à partir de ces renseignements cliniques-là, le radiologue déjà doit avoir un éventail de diagnostics, voilà, et maintenant en visionnant les images, il va essayer d'écarter ces différents diagnostics qu'il avait et que les renseignements cliniques l'orientaient vers ces diagnostics. Donc, c'est beaucoup plus bon, mais on n'est pas que assis devant nos écrans d'ordinateur, on n'est pas que assis. C'est souvent, il y a des bulletins qui viennent où les renseignements sont incomplets. Donc, on est souvent, pour vraiment poser un bon diagnostic, on est souvent contraint de se déplacer vers le clinicien pour avoir certains renseignements cliniques qui seront décisifs. Parce que si on n'a pas ces renseignements cliniques-là, on ne pourra pas poser le bon diagnostic. Donc, voilà à peu près. Mais si vraiment vous voulez faire du bon travail, puisque actuellement, beaucoup de bulletins viennent avec peu de renseignements ou souvent pas de renseignements cliniques. On va juste mettre, par exemple, suspicion d'embolie pulmonaire. On ne donne pas les renseignements. Qu'est-ce que le malade a? Est-ce qu'il désature? Les dédimères sont comment? Bon, on ne donne pas les renseignements cliniques. On met seulement suspicion. Donc, à ce moment, le radiologue est obligé de courir derrière ces renseignements cliniques-là pour pouvoir poser un bon diagnostic. Parce que on peut penser à une embolie pulmonaire et en faisant, par exemple, l'angioscanner thoracique, on tombe, par exemple, sur une masse pulmonaire. Et si on n'a pas de renseignements cliniques, bon, à ce moment, on est un peu perdu. Donc, voilà à peu près ce que le spécialiste en imagerie médicale, le quotidien du spécialiste en imagerie médicale. Donc, ça ne sera pas que les écrans et comme ce qu'on pense souvent. Il faut couvrir pour avoir les bons renseignements, pour pouvoir poser le bon diagnostic. Effectivement. Dans notre contexte africain, quand même, où ces machines sont pour la plupart difficiles d'accès, par faute de moyens ou peut-être faute de technique. Donc, quels sont le type de pathologies que vous rencontrez au quotidien? Quel type de patients vous rencontrez au quotidien en tant que médecin radiologue? Donc, il faut dire que la spécialité pour ce qui concerne le Burkina Faso, parce que j'ai été formé au Burkina Faso, donc on a essentiellement cinq grands domaines. Donc, on a tout ce qui est pédiatrie. Pédiatrie, ça sera toutes les pathologies de l'enfant qu'on peut explorer et par la radiographie, et par l'échographie, et par le scanner, et par l'IRM. Donc, tout ce qui est pathologie pédiatrique qui sont accessibles à l'exploration seront explorés. Donc, il y a tout ce qui est volet pédiatrique. Après la pédiatrie, on a la neuroimagerie. La neuroimagerie, ça sera tout ce qui est pathologie neurologique. Voilà, tout ce qui est pathologie neurologique, que ce soit les tumeurs, les AVC, tout ce qui est pathologie neurologique. Voilà, donc il y a le volet neurologique. Ensuite, on a le volet urogénital, y compris chez l'homme que chez la femme. Donc, tout ce qui est pathologie urogénitale, que ce soit chez l'homme et chez la femme. Ensuite, on a le digestif. Voilà, tout ce qui est pathologie digestive. Donc, depuis, on va dire, l'œsophage jusqu'au niveau de l'anus, voilà, tous les différents segments du tube digestif qui sont touchés par les pathologies et dont les pathologies peuvent être explorées par un moyen d'imagerie. Voilà,
on aura aussi tout ce qui est pathologie, la pathologie digestive. Et après cette pathologie digestive, on a tout ce qui est ostéo-articulaire. Ostéo-articulaire pour dire articulation, les os, voilà, les pathologies qui vont intéresser à la fois les os et les articulations. Voilà, que ce soit des pathologies chroniques ou des traumatismes, etc. Donc, essentiellement, ce sont ces cinq grands domaines-là que l'imagerie va explorer. Donc, c'est la pédiatrie, c'est l'urogénital, la neuroimagerie, le digestif et l'ostéo-articulaire. Pour ce qui est du contexte burkinabé, mais un peu partout, c'est à peu près comme ça. Maintenant, à la fin de ta spécialisation, tu peux opter pour une surspécialisation. En ce moment, tu vas choisir un domaine bien pointu où tu vas plus te perfectionner sur ce domaine. Donc, merci beaucoup, docteur Alexandre, pour votre réponse. Je pense qu'on a compris que l'imagerie radiologique est assez vaste comme spécialité. Donc, on aimerait savoir, le DES dure combien de temps dans votre contexte à vous, dans votre contexte burkinabé? Ok, donc le DES au Burkina, ça dure 4 ans. Ça dure 4 ans et de façon pratique, on a 2 années. La première année et la deuxième année, on le fait au pays. Et à partir de la troisième année, on est autorisé à faire un stage de perfectionnement à l'extérieur. Et à la 4e année, on revient pour terminer. Donc, de façon pratique, comment ça se fait? La première année, ça sera, puisque l'imagerie, il faut d'abord maîtriser ce qui est normal. Tant que tu ne maîtrises pas ce qui est normal, tu ne peux pas dire qu'il y a un problème sur ce qui n'est pas normal. Donc, il faut d'abord maîtriser, avoir les repères du normal. Là, dès que tu tombes sur quelque chose qui n'est pas normal, ça te tique directement. Donc, la première année, ça sera purement de la radioanatomie. Voilà. Donc, on va entrer en profondeur pour montrer au DES1 ce qui est normal. Voilà, la radioanatomie normale, voilà, on va étudier tous ces 5 domaines-là. Donc, on va faire que du normal. En première année, on fait que du normal. En deuxième année, on commence la pathologie. Et deuxième année, troisième année et 4e année, c'est la pathologie. Mais la première année, c'est purement ce qui est normal, voilà, pour permettre au DES de se familiariser avec ce qui est normal, quitte à ce que dès qu'il va tomber sur quelque chose qui n'est pas normal, qu'il puisse savoir que, ici, là, c'est pas normal. Donc, voilà à peu près comment ça se passe. Donc, merci beaucoup, docteur Alexandre, pour votre réponse. Donc, qu'est-ce qui vous a orienté à choisir comme spécialité l'imagerie radiologique? C'est-à-dire, vous, qu'est-ce qui vous a donné cette oreille-là, qui vous a mis la puce à l'oreille en vous disant que c'est cette spécialité-là que j'aimerais faire? Donc, il faut dire que la radiologie, comme c'est une discipline transversale, moi, personnellement, au début, pour dire vrai, je voulais faire de la biologie clinique. Parce que quand, par exemple, chez nous, quand on finit, on ne peut pas rejoindre directement la fonction et tu ne peux pas être affecté directement dans un CHU. Donc, il faut faire le milieu rural, voilà, et avant de faire un concours pour revenir, pour te spécialiser. Donc, au début, moi, personnellement, j'étais plus intéressé biologie clinique. Donc, vous devez être le collègue de Dr Aïdara, alors? Bon, voilà, on devait être collègues, en tout cas. Donc, j'étais plus intéressé par la biologie clinique parce que c'est ce qui me captivait quand j'ai commencé la médecine. Maintenant, il y a eu les réalités du terrain parce que, bon, moi, j'étais dans une zone à fort défi sécuritaire. Donc, quand ils ont lancé, j'ai fait 2 ans là-bas, je voulais quitter la zone. Donc, quand ils ont lancé le concours, ils n'ont pas demandé la biologie clinique n'a pas eu
de postulants. Ils n'ont pas demandé au niveau de la biologie clinique. Ils ont fait une erreur et il n'y avait pas de candidat pour la biologie clinique. Maintenant, après, ils ont refait les listes et ils ont mis biologie clinique une seule personne. Alors que d'habitude, ils demandaient au moins 2 ou 3. Donc, bon, voulant quitter ma zone de fort défi sécuritaire, il y avait l'imagerie où on demandait 5 personnes. Donc, je me suis dit que, bon, à défaut de la biologie clinique, l'imagerie aussi, c'est pas mal. Et au niveau de l'imagerie, bon, on va ratisser large. Et c'est comme un peu de... Je vais me retrouver comme en faisant de la biologie clinique. Donc, bon, sinon, au départ, c'était plus biologie clinique. Mais bon, mais je ne regrette pas l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, c'est une très bonne spécialisation parce que vraiment, c'est large. Et il faut vraiment avoir beaucoup de culture. Il faut lire beaucoup. Et il faut vraiment beaucoup lire parce que tous les praticiens vont venir vers toi pour que tu puisses leur donner un diagnostic pointu. Donc, du coup, tu es obligé de connaître tout de ceux qui t'envoient leur bulletin. Donc, en tant que radiologue, tu es obligé de connaître les pathologies de la gynéco, les pathologies pédiatriques, les pathologies urogénitales, les pathologies du neurologue, du gastro, ainsi de suite. Donc, ça fait que c'est vraiment transversal et on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas et puis, bon, c'est vraiment un challenge. Donc, franchement, je ne regrette pas pour l'imagerie médicale. Au début, c'était biologie clinique, mais bon, je me retrouve bien dans l'imagerie médicale. C'est une très bonne spé. Voilà. Et bon, je me retrouve bien dans l'imagerie médicale. Voilà à peu près, moi personnellement, dans mon contexte, au début, c'était biologie clinique, mais bon, après, j'ai viré vers l'imagerie médicale. Et bon, quand j'ai commencé aussi, je me suis retrouvé parce que bon, j'aimais beaucoup l'anatomie. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans mon élément. Donc, voilà à peu près ce qui m'a motivé à venir en imagerie médicale. D'accord, donc merci beaucoup, docteur Alexandre. Mais dans notre contexte africain, je pense que du Burkina au Sénégal, c'est un peu le même contexte. On sait que c'est une spécialité assez technique et les machines ne sont pas forcément disponibles vu notre contexte africain. Donc, vous, en tant que... Quelles sont les contraintes que vous rencontrez au quotidien? C'est-à-dire, vu notre contexte, quelles sont les contraintes? Quels sont les aléas un peu, les difficultés de votre spécialité? Donc, les contraintes, c'est un peu, comme vous l'avez dit, le matériel fait toujours défaut. Hein. Le matériel fait toujours défaut. Mais actuellement, les choses sont en train de bouger un peu. On constate qu'il y a un peu d'amélioration au niveau des équipements. Si je prends par exemple, durant notre spécialisation, j'ai fait l'IRM que pendant mon stage de perfectionnement à Tunis. Sinon, et quand nous sommes revenus, on n'a pas fait d'IRM. Donc, j'ai eu tout le temps d'oublier l'IRM. Et depuis que je suis revenu de Tunis en 2022, je n'ai plus fait de l'IRM. Parce que j'ai terminé ma 4e année, il n'y avait pas d'IRM d'abord. C'est quand nous avons fini, en 2023, qu'on a installé les premières IRM. Donc, on n'a pas pu bénéficier de la formation en IRM au pays ici. Et au CHR de Koudougou, il n'y a pas l'IRM aussi. Donc, c'est dit qu'actuellement, c'est comme si côté IRM, c'est pas ça. Parce que ce sont des notions que j'ai depuis 3 ans qui sont toujours là. Et en matière de médecine, il faut toujours se perfectionner, il faut toujours se mettre à jour. Et quand c'est comme ça, bon, c'est pas intéressant. Donc, c'est vraiment le problème des équipements. On a beaucoup de pannes. C'est que pendant notre formation, il y a des sites où tu pars, chaque 2 mois, il y a une panne. Donc, du coup, ça fait que
ça joue sur la formation, ça joue sur les acquis que tu devais avoir, parce que bon, en matière d'imagerie médicale, c'est le déjà vu. C'est le déjà vu. Il faut voir beaucoup. Donc, si pendant ton stage, par exemple, le scanner est en panne, souvent, sur le site, on doit faire, par exemple, 3 mois. Tu arrives pour les 3 mois. Le scanner, peut-être même que vous allez arriver à trouver que le scanner est en panne et vous allez quitter, trouver que le scanner est toujours en panne. Donc, du coup, durant ces 3 mois-là, vous n'allez pas faire du scanner. Donc, ça va jouer sur la formation. Donc, en quelque sorte, c'est toujours les équipements qui ne suivent pas parce que c'est vraiment le véritable problème dans notre contexte actuellement. C'est les équipements qui ne suivent pas. Mais bon, on espère qu'avec la dynamique actuelle, les choses vont changer. Sinon, c'est toujours le problème d'équipement qui fait que, bon, on est obligé de faire avec. Mais actuellement, je peux vous dire que presque hormis le site de Charles de Gaulle qui n'a pas d'IRM, la majorité des sites de stage au Burkina disposent de l'IRM. Donc, pour ceux qui viendront pour une spécialité en imagerie médicale au Burkina, très tôt, ils vont se familiariser à l'IRM. Je pense qu'au niveau des curricula de formation, on a intégré beaucoup plus le volet IRM. Parce que nous, à notre temps, on n'intégrait pas trop ça parce que, bon, comme on n'avait pas l'IRM, donc on se focalisait beaucoup plus sur radio, écho, scanner. Mais depuis un certain temps, l'IRM fait partie intégrante et on met beaucoup d'accent sur l'IRM. Donc actuellement, en tout cas, les choses sont en train de changer. On espère que ça va se poursuivre comme ça. Mais le problème d'équipement est toujours là. Merci beaucoup, Dr Alexandre, d'avoir partagé avec nous sans filtre donc les difficultés de la formation en tant que médecin radiologue. Donc, nous avons une question de Monsieur Abdoul Abash Ouedraogo qui demande si les stages de perfectionnement sont aux frais de l'État pour ceux qui font le probatoire au Burkina Faso. Aux frais, non. Ceux qui font le probatoire, c'est supposé qu'ils viennent à titre privé. Maintenant, certains, peut-être, s'ils gagnent bon, avant, il y avait, bon, je ne sais pas si le DFMS existe toujours, parce que j'ai cru entendre qu'ils étaient en train de vouloir le supprimer. S'ils gagnent le DFMS, il n'y a pas de problème. Là, il aura des frais. Des frais qui seront supportés par le DFMS, mais à défaut, ça sera à ses propres frais ou le pays où il est qui va le sponsoriser. Voilà. Sinon, c'est pas supporté. C'est pas supporté. Bon, je ne sais pas. En tout cas, chez nous, par exemple, moi personnellement, je suis fonctionnaire, donc ça fait partie de notre stage, que ce soit à l'extérieur, dans un pays de la sous-région ou en France ou ailleurs, c'est supporté par l'État. Maintenant, pour ceux qui viennent pour le probatoire, je ne sais pas comment c'est fait, eux, à leur niveau, mais si c'est le DFMS qu'ils gagnent, il n'y a pas de problème, ils auront quelque chose. Mais sans quoi, s'ils n'ont pas le DFMS et qu'ils doivent aller à Tunis ou autre, il faudra que quelqu'un supporte quelque part. Voilà, il faudra que quelqu'un supporte. Donc voilà à peu près le stage de perfectionnement. Mais actuellement, avant, on partait à l'extérieur pour vraiment faire beaucoup d'IRM. Bon, il se trouve qu'actuellement, presque 75% des sites disposent de l'IRM. Donc, celui qui n'a pas suffisamment de moyens peut rester et puis maximiser dans les sites où il y a beaucoup d'IRM. Voilà, il ne va pas perdre la main aussi. Voilà. Et il sera plus familiarisé au contexte, aux pathologies qui sont propres à notre région. Parce que, bon, quand on part à l'extérieur, ce sont des pathologies que souvent, on ne voit pas chez nous ici. Donc, du coup, bon, quand tu reviens, tu es obligé de te recycler encore pour te familiariser
aux pathologies qui sont propres à ton contexte. Donc, en fait, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup, docteur Alexandre, pour cet éclaircissement. Donc, on a une autre question de M. Abdul Razak Sawadogo qui demande si la radiologie interventionnelle est une spécialité ou bien une spécialité à part, en dehors de l'imagerie radiologique. Je dirais que c'est une sur-spécialisation. Donc, tu peux faire l'image, tu sors radiologue et tu décides de faire de l'interventionnel. En ce moment, tu fais une surspécialisation en interventionnel. Sinon, pendant ta formation, bon, il y aura quelques cas d'interventionnel avec certains maîtres qui maîtrisent beaucoup ou qui ont fait de l'interventionnel. Tu pourras apprendre quelques gestes, mais ça ne fait pas partie intégrante de la formation de base. Donc, c'est à la fin, si la personne est tentée par l'interventionnel, elle peut se surspécialiser, voilà, pour faire pour faire plus dans l'interventionnel. C'est un peu ça. Donc, merci beaucoup, docteur Alexandre, pour votre réponse. Donc, on va vous poser une question un peu taboue, mais nous savons tous que, en dehors de la difficulté de la formation en tant que médecin radiologue, les médecins radiologues sont parmi les médecins les mieux rémunérés, qui sont dans le top 10 des spécialités les mieux rémunérées. Donc, on aimerait savoir, de manière honnête, quelle est la fourchette de salaire d'un médecin radiologue au Burkina Faso, bien sûr dans votre contexte? Bon, ça dépendra du public et du privé. Au public, on est payé sur le même pied d'égalité. Hein. Tous les spécialistes ont la même grille salariale. Il n'y a pas que tu es médecin radiologue, tu es médecin ci, tu es médecin ça. Tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Donc, au public, le médecin radiologue, s'il vient de finir, il a moins de 700 000 le mois. Au public. Voilà, il a moins de 700 000 le mois. Mais au privé, s'il n'est pas par-dessus, il est prêt à courir à gauche, à droite, bon, il peut facilement se taper 2 millions le mois. Parce qu'actuellement, il y a tellement, ne serait-ce que les échographies, on ne peut pas couvrir toutes les structures qui demandent des échographies. Donc, c'est dire que si tu finis et que tu décides seulement que de faire de l'échographie même, tu vas trouver ton compte. N'en parlons pas si tu gagnes une structure qui va te permettre de faire du scanner ou faire d'autres modalités. À ce moment, tu seras au top, quoi. Mais c'est vraiment ceux qui feront ça à titre privé, ils seront libres. Ils seront libres et ils pourront, s'ils sont prêts à couvrir à gauche, à droite, bon, certains moi-même, ils pourront pas compter l'argent qu'ils vont avoir. Hein. Mais bon, c'est fatigant aussi. C'est fatigant parce que bon, c'est pas chaque fois tu es là, parce que tu n'auras plus de vie, quoi. N'importe quel moment, c'est toi qui es là, tu cours à gauche, à droite. Non. À un certain moment, c'est fatigant. Il faut chercher l'argent, mais bon, à un certain moment, il ne faut pas oublier la santé. Effectivement, docteur. Sinon, c'est une très bonne spécialité. Tous ceux qui veulent le faire à titre privé, c'est très bien. Parce que même si tu ne veux même pas exercer au privé, tu peux ouvrir même, il suffit seulement d'ouvrir ta petite boîte, tu fais que les échos, et tu es peinard, quoi. Si après tu ajoutes d'autres modalités, tu n'auras rien à envier aux autres spécialistes. Et tu es dans le privé, bon, tu pourras faire encore de la vacation à gauche, à droite, et puis bon, c'est tout, quoi. Mais dans le public, c'est un peu compliqué. Parce qu'actuellement, on a, chez nous, on a fait sortir un décret qui nous interdit même de faire la vacation quand on est au public. Donc, bon, du coup, ça devient compliqué. Mais ceux qui se...
Non, poursuivez. Poursuivez. Oui. Vous pouvez poursuivre. Poursuivez. Oui, j'ai dit ceux qui vont faire l'imagerie à titre privé, voilà, ils seront libres de faire leurs vacations comme ils veulent. C'est dit, même s'ils veulent, ils peuvent dormir en clinique. Et en ce moment, bon, tu cherches un gros coffre-fort, tu mets dans ta chambre et puis tu mets les liasses seulement, les liasses de billets que tu prendras à la fin du mois. Et bon, si tu sors jeune et puis tu n'as pas beaucoup de charges, bon, ça fait que bon, tu seras vraiment libre pour chercher l'argent de façon truc. Mais si tu as la famille avec les enfants, bon, c'est un peu contraignant. Tu peux pas être là chaque fois, c'est toi qui es là, tu cours à gauche, à droite pour l'argent. C'est pas intéressant. Top. Merci. Merci beaucoup, Dr. Alexandre, d'avoir répondu à cette question de manière honnête encore, comme toujours. Donc, nous avons une question pour Monsieur Abdoulabar Ouedraogo qui demande si le DES est un DES national parce qu'actuellement, on dit que la radiologie est redéfinie en DES national. Bon, DES national, je ne comprends pas. C'est que le probatoire pour l'imagerie existe toujours. Donc, les dernières informations, là, j'ai eu vent qu'il y a beaucoup de DES qu'on a redéfini en DES national, mais le probatoire va toujours exister. Donc, s'il y a le probatoire qui est là, c'est-à-dire que ceux qui voudront faire de l'imagerie ou bien de l'auto-spécialisation pourraient venir et payer à leurs propres frais. Voilà, payer à leurs propres frais. Voilà. Et pour ce qui est des frais, je pense que c'est un peu pour toutes les spécialités au Burkina. Je pense que c'est 500 000 par an. Voilà, sans compter les frais d'inscription, puis bon, la documentation que tu dois payer. Bon, l'inscription, je pense que c'est 50 000, donc 550. Voilà. Maintenant, avec les petits trucs là, bon, maxi peut-être 600 000 l'année. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais j'ai vu qu'il y a eu un communiqué récent de l'UFR qui autorisait le probatoire. Donc, je me dis que le probatoire n'est pas encore fermé. Donc, si le probatoire n'est pas encore fermé, je pense que c'est toujours ouvert à ceux de l'extérieur pour qu'ils puissent venir se spécialiser au Burkina. Voilà. C'est toujours ouvert. Merci beaucoup, Dr. Alexandre. Donc, on a une question encore toujours pour vous de Monsieur Adou Mboloki qui demande quelles sont les matières à préparer pour le probatoire. Pour le probatoire, là, c'est beaucoup plus la pathologie. En fait, ils donnent souvent un programme. C'est que pendant le concours, là, ils font souvent sortir un programme. Mais c'est beaucoup plus tout ce qui est pathologie. Parce que pour le probatoire, là, ils ne font pas de la radioanatomie. Donc, c'est la pathologie. Donc, c'est essentiellement les cours de deuxième et troisième année, les modules de deuxième et troisième année. Alors qu'en deuxième et troisième année, c'est de la pathologie. Tout ce qui est pathologie, que ce soit pathologie urogénitale, pédiatrique et cardiovasculaire. Souvent, ils posent beaucoup de questions sur l'embolie pulmonaire, l'invagination intestinale. Mais c'est beaucoup plus la pathologie, quoi. Pathologie pédiatrique, cardiovasculaire, digestive, la pathologie digestive. Mais ça sera de la pathologie. Voilà, ce sera de la pathologie. Et il y a un plan qu'il faut utiliser pour répondre aux questions. Donc, quelle que soit la question qu'on pose, il ne faut pas se jeter pour répondre directement. Voilà. Par exemple, si on dit donner les signes cliniques de l'embolie pulmonaire, bon, même si on dit signes cliniques là, celui qui va écrire directement les signes cliniques, voilà, il y a tel signe, il y a tel signe, il y a tel signe, il n'aura pas tous les points. Il faut d'abord faire la définition de l'embolie pulmonaire, donner l'intérêt
Voilà, donner les intérêts de la question. Voilà, il y a un intérêt clinique, diagnostique, thérapeutique. Et voilà. Et puis bon, avant maintenant de rentrer maintenant dans le vif du sujet, quand on va dire signes cliniques, il faut pas se limiter seulement que les signes cliniques. S'il y a des signes fonctionnels, tu dis encore, voilà, il y a ces signes fonctionnels, voilà, il y a ces signes cliniques. Même si on dit les signes, on dit diagnostic à l'imagerie de l'embolie pulmonaire. Avant d'arriver sur les signes à l'imagerie, il faudra baliser tout ce qui est... il faudra bien maquiller la réponse avant de donner le noyau, quoi. Sinon, celui qui va donner juste le noyau et qui ne va pas maquiller n'aura pas tous les points. Donc, voilà, en quelque sorte, ce à quoi... Donc, vraiment, il faut se préparer pour tout ce qui est pathologie. Voilà, tout ce qui est pathologie pédiatrique, urogénitale, et digestive, cardiovasculaire, voilà, surtout les urgences. Voilà, tout ce qui est urgence, là, voilà, il faut les maîtriser. Voilà, si vous maîtrisez les urgences, c'est déjà pas mal. Donc, merci beaucoup, docteur Alexandre, pour votre éclaircissement concernant les matières à réviser pour le probatoire. Donc, on a globalement saisi en long en large à quoi consistait l'imagerie radiologique. On a un peu compris les contraintes, les aléas qu'on rencontre dans la pratique de notre contexte africain. Donc, on vous remercie encore d'avoir éclairé notre lanterne. Merci beaucoup. Pas de souci. C'est à vous le merci. Donc, docteur Hachek, vous êtes toujours en ligne? Oui, je suis en ligne. Donc, on a une question pour vous, c'est de savoir la médecine nucléaire et les radiations. Vous semblez beaucoup exposé, donc on aimerait savoir comment vous vous protégez face aux radiations. Ah oui, quoi, par rapport aux irradiations, ça ne concerne pas seulement la médecine nucléaire, même en imagerie, comme mon collègue vient de finir, là-bas aussi il faut se protéger. Donc il y a les règles de radioprotection. Il faut protéger le patient, protéger l'environnement et protéger même le médecin. Allô, vous m'écoutiez? Oui, nous écoutons très bien. Donc, il y a la radioprotection. La radioprotection le patient doit être protégé. C'est pour cela que je vous dis que lorsque l'examen n'est pas pertinent, on peut refuser l'examen. Par exemple, un patient peut venir pour faire une scintigraphie. Un jeune adulte, on demande la scintigraphie et l'indication, c'est une hypothyroïdie. Par exemple, chez ce patient, on va refuser, on ne peut pas l'irradier pour rien puisque l'indication n'est pas pertinente. C'est pour cela qu'on doit valider ces examens avant de les faire. Il faut aussi protéger l'environnement. Il faut aussi protéger le médecin nucléaire. Bon, dans les pays développés, le médecin nucléaire entre dans la catégorie B. Donc, il y a des techniciens, il y a le médecin nucléaire, et dans un service de médecine nucléaire, vous pouvez avoir des techniciens, c'est-à-dire les manipulateurs, ceux qui vont préparer le radiopharmaceutique, et ils sont classés comme catégorie A, mais le médecin nucléaire est classé comme catégorie B. Oui, c'est bon? Oui, c'est très bon. Oui, il faut se protéger vraiment, il faut se protéger. Merci beaucoup. Parce que ce sont des rayonnements, vraiment, ce sont des rayonnements. Merci beaucoup pour l'explication. Oui. Donc, très chers invités, je vous remercie encore d'avoir accordé votre temps, ce précieux temps, à cet atelier. Bon, nous avons une dernière question venant d'Adoum Boloki. Je pense que c'est pour Dr Aïdara. Oui, il y a un probatoire. Hein. Ici au Sénégal, il y a un probatoire. Oui, je suis disponible, oui. Donc, Dr Aïdara, donc, Monsieur Adoum Boloki avait une question concernant votre spécialité. Il demande, est-ce qu'il y a un probatoire pour pouvoir s'inscrire en spécialité? Oui, effectivement, effectivement, il y a un probatoire. Donc, le probatoire, c'est soit au niveau
le 20 novembre ou bien le 27. Donc, il faut qu'ils s'inscrivent vite avant le mois d'octobre, parce que le mois d'octobre, ils vont fermer, euh, ils vont fermer la plateforme d'inscription. D'accord. C'est Et bon? donc, oui, oui, c'est bon. Donc, il demandait aussi quelles sont les Ok. matières à préparer. Les matières à préparer, en gros, il a 4 modules, 4 grands modules. Tu as la parasitologie, il va juste lire la généralité sur la parasitologie et la généralité sur la mycologie. Et il va partir réviser aussi la généralité sur la bactériologie et la généralité sur la virologie. Et pour l'hématologie, il y a des cours spécifiques. Il doit réviser l'hémoglobine en hémato, parce qu'il y a 2 cours d'hémoglobine. Il y a l'hémoglobine qui est spécifique pour la biochimie, qu'il doit encore réviser pour le programme de biochimie, et l'hémoglobine en hématologie, le fer en hémato aussi, et il y a aussi le fer en biochimie. Et aussi, il doit réviser l'hémostasie, l'exploration de la coagulation, aussi les différents compartiments sanguins et les différentes cellules sanguines et tout cela. Donc, s'il veut me contacter en privé, je vais essayer de bien le cadrer et de bien le gérer, Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. Je pense Ça que, marche? oui, je pense que Monsieur Adoum le fera sûrement. Donc, nous venons au terme de notre atelier d'orientation médicale. Donc, je vais passer la parole à docteur Rachida. Docteur Rachida, vous êtes en ligne? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Ok. En tout cas, je voudrais dire au nom de toute l'équipe de Wikaya Plus, merci à nos 3 invités de ce jour, plus précisément à Dr Achek Mohamed, le Dr Alexandre Zongo et le Dr Ali Aïdara. Merci vraiment pour vos disponibilités, pour la richesse de vos interventions et surtout de nous avoir permis en tout cas de découvrir vos domaines qui sont vraiment, comme vous avez dit, dans l'ombre le plus souvent, alors qu'elles jouent vraiment un rôle essentiel dans le diagnostic, dans le suivi et même dans la prise en charge des patients. Et puis, j'ai aussi remarqué qu'à chaque fois qu'on me demande, docteur, pourquoi tu as choisi telle spécialité, il y a toujours plusieurs questions, plusieurs réponses en fait. Par exemple, dans le cas de docteur Hachek, en tout cas, merci pour votre histoire assez innovante. C'est vrai que ça nous a rappelé que derrière chaque choix de spécialité, il y a souvent une histoire, une expérience et parfois même une douleur qui devient une force. Vraiment, merci pour votre témoignage. Et aussi, merci à notre modérateur, Monsieur Edou Billy. Vous avez vraiment géré. J'ai vraiment adoré avec des questions assez pertinentes. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les participants. J'espère que vous avez eu réponse à vos questions. Et vous avez aussi que ce webinaire vous a aussi permis à connaître un peu plus sur ces différentes spécialités. Merci à tous et à bientôt pour le prochain webinaire. Merci, Merci merci beaucoup. infiniment. Merci, c'est à Elle nous de s'appelle vous comment? remercier. Rachida. Oui, Rachida Kanté, Vous êtes en quelle Dr. année? Rachida Conte. en 7e année. Très bien. Donc, il faut bien penser à bien choisir ta spécialité et faire des recherches là-dessus. Oui, Et si oui. vous avez des éclaircissements, vous parlez avec docteur Edou ou bien ton collègue Edou. Mhm. Il va mieux se rapprocher de nous. Si vous avez beaucoup de questions, on est là pour vous, OK? Pour D'accord, mieux vous merci. guider, mieux vous orienter, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, C'est moi, merci, c'est moi. docteur Rachida. Oui, et un truc que j'aimerais une seule spécialité. Mettez plan A, plan B et plan C. On ne sait jamais. Mhm. C'est quand la vie, il y a le destin aussi. On peut aimer telle chose et après, en découvrant certaines spécialités, vous pouvez aimer aussi. Donc, c'est dans ce sens, quoi, puisque la radiologie, que ce soit la médecine nucléaire, on n'en voit pas souvent des étudiants là-bas. Donc, Exactement. à chaque fois, il ne faut pas se focaliser seulement sur une seule spécialité. Mettez un plan A, un plan B et un plan C. Le reste, il y a aussi le destin qui est là. Merci beaucoup. Merci à vous également. Donc, à la prochaine.